Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le sens de la tournée du chef de l'État expliqué et décortiqué par le ministre porte-parole du gouvernement face aux diverses interprétations, Maître Alain Oronla éclaire l'opinion et rappelle la promesse du chef de l'État, une présidentielle ouverte à tous les partis d'opposition. Et puis les missions désormais quadrillées et supervisées dans les administrations publiques grâce au CEMO. Il s'agit d'une plateforme qui va permettre une gestion efficiente des ordres de mission. Et puis le sanctuaire marial de Dassazoumen célèbre son centenaire d'évangélisation, un siècle de sacerdoce qui coïncide avec les 25 ans de création du diocèse. Le jubilé a été commémoré à la hauteur de l'événement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Les enjeux de la tournée du chef de l'État expliqués aujourd'hui aux médias, c'était un exercice auquel le porte-parole du gouvernement s'est livré. Osias Nouveau. Le porte-parole du gouvernement a retrouvé devant les médias sa verve d'avocat pour défendre la pertinence de la tournée du chef de l'État à travers le pays à quelques mois de l'élection présidentielle. Il se savait attendu sur le procès en campagne précoce du président de la République, candidat jusque-là non déclaré. Il lui est paru opportun aujourd'hui, pertinent, d'aller sur le terrain constater les résultats obtenus par la mise en œuvre de ce plan. C'est le moment, pas avant. C'est pour ça que cette tournée a été décidée à l'heure actuelle, puisqu'il s'agit d'une tournée de reddition de comptes. Croyez-moi, plaide Maître Alain Oronla, c'est à un exercice de reddition de comptes que s'est obligé le chef de l'État. La tournée entamée a été l'occasion également pour le président de la République de constater de visu le taux d'exécution de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et je dois vous dire que quand bien même de gros efforts ont été faits, on a découvert des localités qui n'avaient pas commencé même par bénéficier de ces infrastructures, quand bien même elles seraient prévues. La présence du chef qui fait le tour du propriétaire a permis tout de même de régler ces problèmes sans qu'on attende de revoir la conception, sans qu'on attende encore de nombreuses et de longues procédures. Ça s'appelle une force de réaction rapide et c'était utile. Le président de la République a exalté et exhorté cette fibre patriotique qui veut que les Béninois, lorsque les conditions sont remplies, c'est-à-dire rigueur, correction de nos travers, ce qui transparaît dans les différentes réformes qui ont été engagées, que les Béninois sont capables du miracle. Comment le chef de l'État a-t-il trouvé le moral des citoyens, lance un journaliste à propos des réformes des reins du chef de l'État. Les Béninois ne sont pas forcément heureux de serrer la ceinture, mais il leur a redonné le moral lorsqu'il leur explique comment l'argent qui circule ou qui circulait prétendument circulait à leur détriment. Que c'est de l'argent volé aux Béninois, c'était de l'argent qui n'allait pas véritablement aux populations et qui ne participait pas au développement de notre pays. Réguler aujourd'hui de cet argent,
va vers des infrastructures structurantes qui mettent à l'aise le plus grand nombre. Donc, je crois que le président de la République savait, a découvert des compatriotes inquiets, angoissés, mais il est parti en laissant des compatriotes heureux, ayant retrouvé les couleurs, ayant retrouvé leur morale. Cette tournée offrait aussi l'occasion d'une main tendue pour pacifier les tensions politiques. Mais attention, pas à n'importe quel prix ou compromission, avertit le porte-parole du gouvernement. Il y a des priorités, comme toujours. La paix dont on parle, c'est d'abord la paix et la réconciliation avec ses prédécesseurs, dont notre illustre président, à qui il a succédé immédiatement. Le président Patrice Talon a été l'objet d'invectives, de sarcasmes de la part de ses prédécesseurs. Il n'a jamais réagi autrement qu'en leur tendant la main, parce que, en tant que président en exercice et garant de la paix et de l'unité nationale, il se met à la hauteur de ses devoirs et de prôner la paix en toutes circonstances. Est-ce qu'au nom de cette paix, on doit s'abstenir de poursuivre le voleur de Cabri? Non, il est poursuivi, il est jugé, condamné, déposé en prison. Vous avez entendu parler d'élections inclusives. C'est ainsi qu'il s'est engagé, contrairement aux rumeurs propagées, à faire de l'élection à venir, je veux parler de l'élection présidentielle, une élection inclusive, une élection où il n'y aura pas un candidat unique. Le président de la République s'est engagé. Et je crois que cela devrait apaiser ceux qui avaient quelques inquiétudes, à œuvrer afin que la question du parrainage, qui semble donner de l'insomnie à certains acteurs politiques, le président dit qu'il prendra une part active et fera le plaidoyer nécessaire auprès des parrains, je veux parler des députés et des maires de nos villes, afin que toute candidature présentée par les grands ensembles, les partis enregistrés, puisse trouver le parrainage nécessaire pour se présenter à l'élection présidentielle à venir. Il s'est engagé publiquement devant la nation, devant l'opinion nationale et internationale, à faciliter, du moins à jouer sa partition, afin que le parti, les démocrates, obtiennent son récépissé et puissent aussi désigner son candidat, lequel sera adoubé par le parrainage nécessaire. Appel à un deuxième mandat, tentation irrésistible chez les pro-talons face aux locataires de la Marina venus jusqu'à eux. Réponse sans équivoque de maître Alain Oronla. Ceux que nous avons rencontrés à bon droit et à juste titre, à raison, pensent qu'on ne peut pas congédier quelqu'un qui a manifesté une connaissance que j'ai qualifiée d'holistique et de chirurgicale des potentialités de notre pays, une planification, une organisation, une discipline et une exécution méthodique de ce qui a été planifié et qui permet, en si peu de temps, 3 ans, 4 ans, d'obtenir ce que tout le monde peut voir. Cette visite itinérante des terroirs avait aux yeux du porte-parole gouvernemental la saveur des choses rares, tant Patrice Talon est avare en élan populiste. Le mouvement de jeunes, un mouvement associatif baptisé Lien National, dispose désormais de sa coordination départementale dans la Donga, composée de 25 membres. Cette coordination est dirigée par Enoch Somté Abalo. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Ekiluru Gourousseur. Le mouvement Lien National s'enracine davantage à travers le territoire national. Pour l'atteinte de ces objectifs, ce mouvement de jeunes composé d'anciens leaders d'étudiants des universités publiques du Bénin dépose ses valises dans la Donga avec l'installation de sa coordination départementale. Chers amis liés, je prends l'engagement
qu'à partir d'aujourd'hui, vous et moi, y compris le Bureau national, nous sommes liés pour travailler pour des victoires certaines. Et ne soyez pas surpris que le lien national vous invite les tout prochains jours à accompagner, n'est-ce pas, les actions de notre cher gouvernement en place. Le lion national est un nom évocateur. Nous sommes liés, vous et nous, dans le temps. Nous sommes liés dans l'espace. Nous sommes liés dans l'avenir. Nous sommes liés presque dans tous les sens parce que nous sommes jeunesse et nous sommes appelés à grandir, alors à gouverner. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons pensé qu'il y a quelque chose de bien qui se fait et que nous pensons qu'il faut que nous accompagnions le système qui est là. Au-delà de la politique, le mouvement Lien National œuvre pour l'émancipation et l'épanouissement de la jeunesse béninoise. Au nom du président du Lien National, M. Smith Eman Awandinou, je voudrais vous libeller ici les objectifs principaux qui sont en premier, œuvrer pour une dynamique sociale, sportive et culturelle. Second objectif, travailler à l'équilibre du genre, à l'autonomisation des femmes et à la promotion de l'éducation et des droits de l'homme. Troisième objectif, préserver l'environnement, l'équilibre écologique et la santé de reproduction. Et en dernier, promouvoir la formation professionnelle et l'entrepreneuriat des jeunes. Une fois installée, la coordination départementale procède immédiatement à l'installation des 4 démembrements communaux avec une mission claire, travailler pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Présentation des lettres de cabinet du tout nouveau représentant résident du PNUD au Bénin. C'est au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le diplomate entend œuvrer pour une consolidation de la coopération entre le programme des Nations Unies pour le développement et le Bénin. Lunek Agbazaou, Calvador Arwanou. Awale Mohamed Abshir, c'est le nouveau représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Bénin, avec résidence à Cotonou. Il sacrifie ici à la tradition de présentation des lettres de cabinet au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. J'ai eu l'honneur de remettre les lettres de cabinet à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à Cotonou, au Bénin. Et c'est un honneur pour moi de venir ici, de servir ce pays qui a des orientations très claires. Je crois que c'est beaucoup plus facile de servir et d'appuyer un pays et un gouvernement qui sait déjà dans quelle direction ils veulent amener les populations. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire et je sais que je me retrouve dans un pays qui est extrêmement riche, qui a une histoire qui est millénaire, avec un peuple, comme je l'ai dit, qui a toujours été un peuple digne, qui a toujours su trouver son chemin. Né le 5 août 1966, Awale Mohamed Abshir est de nationalité djiboutienne. Il est titulaire d'un doctorat en géologie obtenu à l'université Paris 7. Il fut assistant d'enseignement dans la même université de 1992 à 1996. Il occupa pendant 7 ans le poste de directeur du département des sciences de la Terre et conseiller sur la gestion des ressources naturelles de 1994 à 2001 avant son entrée à l'ONU où il totalise 20 années d'expérience. Avant son arrivée au Bénin, Awale Mohamed Abshir était depuis 2018 conseiller régional et chef équipe Afrique australe et de l'Est. Un riche et brillant parcours qu'il entend mettre au service du renforcement de la coopération entre le PNUD et le Bénin. Le PNUD est déjà là depuis un certain nombre d'années et nous avons déjà apporté un certain nombre d'appuis au gouvernement, comme vous le savez, en particulier donc, dans le domaine de tout ce qui est lié à la croissance économique durable, forte. Nous travaillons également en étroite collaboration avec le gouvernement sur les questions de gouvernance de façon générale, de consolidation de la démocratie, de participation et de bonne gouvernance. Donc nous avons eu le plaisir avec le ministre d'aller vraiment brièvement à travers certains, disons, acquis de cette collaboration. Mais nous aurons le temps, je pense, les prochaines semaines ou mois, d'aller un peu plus dans le détail, dans les domaines particuliers que nous serons amenés à
à appuyer. Mais le ministre nous a donné ses orientations et nous allons maintenant le discuter à l'interne et voir comment nous allons apporter l'appui le plus approprié, je dirais, au gouvernement du Bénin. Le nouveau représentant résident de PNUD au Bénin parle couramment le français, l'anglais et très peu l'arabe. Avec lui, c'est une nouvelle ère de coopération qui s'ouvre entre l'organisation internationale et le Bénin. Et on reste au ministère des Affaires étrangères où le ministre a présidé avec certains de ses collègues du gouvernement la revue de la coopération entre le Bénin et la Chine. Il s'agit pour les deux parties d'apprécier l'évolution des projets en cours pour des dispositions nécessaires à prendre pour la suite. Benjamin Denayon, Marcel Arrossi. L'action de coopération entre notre pays et les pays amis obéit à un certain nombre de rites. Que retenir du chemin parcouru avec la République populaire de Chine? Voici venue l'heure des consultations, cadres de dialogue où sont surtout exposées les difficultés rencontrées dans la coopération sino-béninoise. À l'étape actuelle, plusieurs projets sont exécutés, il y en a en cours d'exécution et d'autres sont imminents. Je ne voudrais pas faire une litanie ici des projets, mais nous savons que parmi les projets importants qui existent entre la République de Chine et notre pays, il y a l'envoi de la mission médicale chinoise au Bénin, le jumelage des hôpitaux chinois et béninois dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la construction du pipeline Niger-Bénin, la réhabilitation du palais des congrès, la réhabilitation du stade de l'amitié, celle du palais des sports, la construction du bâtiment de l'Institut Confucius et celui de l'Institut d'anthropologie et sociologie de l'Université d'Abomey-Calavi, ainsi que des cités universitaires de Parakou et de Kétou. Joie et fierté sont manifestées par la partie chinoise, témoin de la nouvelle image du Bénin, conséquence directe de ces progrès. Tous les résultats obtenus pendant ces dernières 4 années ont gagné de respect, aussi de admiration de beaucoup de pays. Et à travers ces réformes, on peut voir aussi le changement de visage, d'image du pays, aussi de visage des Béninois. Les Béninois, on peut le voir partout, sont plus orgueilleux, plus fiers de leur propre pays. La jeunesse et les sports, l'enseignement supérieur, le cadre de vie, l'eau et la santé sont les secteurs clés, objets de cette coopération et représentés à ces travaux. Avant même les conclusions de la revue, le Bénin a déjà reçu la promesse d'autres avenues de coopération. Intéressons-nous maintenant à cet important lancement de projet à Pobet, du projet Défisol ce jeudi, d'un montant total de près de 40 milliards de francs CFA. Ce projet prévoit d'une part la construction d'une centrale photovoltaïque de 25 MW et d'autre part la modernisation du système informatique de la SBE. Avec le projet Défisol, le Bénin va construire une centrale solaire d'envergure, la toute première de son histoire. Alors ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement, vise à assurer un approvisionnement énergétique régulier, sécurisé et moins coûteux pour le bonheur des populations. Retour ici sur quelques propos recueillis ce jeudi à Pobet lors de la cérémonie de lancement du joyau. Qu'ils vous souviennent que fin 2019, nous déclarions que 2020 sera l'année des énergies renouvelables au Bénin. Le gouvernement ne s'y est pas trompé et a tout à fait tenu sa parole donnée, pour ne pas dire sa promesse, puisque nous sommes également à l'ère du dire et du faire. Nous sommes à l'ère de la parole donnée et de la parole tenue. Pour cela, 4 avancées notables, 4 avancées majeures, parmi tant d'autres, viennent corroborer cette affirmation. Premièrement, la facilité de l'énergie propre hors réseau, mobilisant 16 investisseurs avec le soutien du Millennium Challenge Account pour mettre en place des mini-centrales solaires d'une
puissance totale de 15 MW dans 280 localités dans notre pays et qui toucheront près de 600 000 habitants pour près de 50 milliards de nos francs CFA. Deuxièmement, le recrutement par appel d'offres international d'un investisseur privé pour la construction de 4 centrales solaires d'une puissance de 50 MW à Boycon, à Parakou, à Dougou et à Natitengu. Nous sommes à la fin du processus et normalement, au premier trimestre 2021, la construction de ces centrales va commencer. Troisièmement, un fait également historique. Il y a bientôt un mois, le gouvernement a adopté la politique nationale de développement des énergies renouvelables. C'est historique dans notre pays. Une véritable boussole qui nous permet d'avoir une visibilité sur les 10 prochaines années par rapport à ce que nous voulons que les énergies renouvelables soient dans notre pays. Quelle est la contribution que nous voulons que les énergies renouvelables apportent dans notre mix énergétique? Et ça, c'est une première dans notre pays. Enfin, cette infrastructure majeure dont vous avez vu les ébauches tout à l'heure de vidéos de production d'électricité par système solaire photovoltaïque qui contribuera avec d'autres projets dont j'en ai cité quelques-uns à atteindre un taux historique de 30% dans les 2 prochaines années en matière d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique au Bénin. C'est tout simplement extraordinaire qu'en 2-3 ans, qu'on puisse passer de près de 0% d'énergie renouvelable d'origine solaire à près de 30%. C'est formidable. Oui, un nouveau pas historique franchi ce jour par ce gouvernement que je qualifie de l'ère des Lumières, sous le leadership éclairé, sans jeu de mots, du président Patrice Talon, que je vous demande de vous actionner. Je voudrais avant tout remercier nos illustres hôtes, toutes les délégations venues de près ou de loin pour prendre part à cette importante et mémorable cérémonie et nous témoigner leur soutien dans notre marche vers la diversification de nos sources d'énergie et l'augmentation significative, comment cela peut être autrement, l'augmentation significative de nos capacités de production d'électricité et particulièrement dans le sous-secteur des énergies renouvelables. Deuxième projet phare du programme d'action du gouvernement dans le secteur de l'énergie. Je remercie particulièrement l'Agence française de développement et l'Union européenne pour leur accompagnement soutenu. Depuis bientôt 5 ans, oh que le temps passe, temps suspend ton vol, dit le poète. Depuis bientôt 5 ans donc, le secteur de l'énergie connaît une nouvelle dynamique sous l'impulsion plutôt du président Patrice Talon, pour permettre à tous nos concitoyens de disposer de services énergétiques de qualité en quantité suffisante dans des conditions optimales de coût en tenant compte des préoccupations environnementales avec absolument une sécurité d'approvisionnement. Vous suivrez à 23h30 dans l'édition du JT Soir le compte-rendu complet de cette cérémonie. Dans le cadre des mesures d'atténuation des effets économiques du coronavirus et en réponse aux doléances des producteurs, le gouvernement du président Patrice Talon a mobilisé la bagatelle somme de 100 milliards de francs CFA pour booster les performances du secteur agricole dans son rôle de facilitateur de l'octroi des services financiers auprès des banques et SFD. Le Fonds national de développement agricole a entrepris une campagne d'information. L'objectif est d'éclairer les exploitants agricoles sur les conditions d'accès au crédit déjà disponibles. Reportage, Renaud Akavo. Le Fonds national de développement agricole est en première ligne pour faciliter l'accès au crédit auprès des banques et des systèmes financiers décentralisés pour une meilleure affectation des ressources aux exploitants agricoles avec la cagnotte de 100 milliards de francs CFA récemment allouée par le gouvernement au secteur agricole. Le FNDA a conçu un mode opératoire dont les grandes lignes ont été dévoilées au cours de cette rencontre qui vient en prélude à une campagne nationale d'information.
Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation pour le lancement de cette campagne d'information, d'éducation et de communication sur les mesures du gouvernement à l'endroit du secteur agricole. Votre présence massive dans cette salle constitue la preuve que le gouvernement ne s'est pas trompé en mettant à votre disposition d'importantes mesures pour transformer notre agriculture. Les 100 milliards de francs CFA mobilisés par l'État sont exclusivement orientés vers le guichet 3, c'est-à-dire celui destiné au crédit. L'emploi de ces ressources est soumis à certaines conditionnalités qui renseignent sur le profil des bénéficiaires, les activités éligibles ou encore les conditions de financement. Les 100 milliards d'abord sont destinés à renforcer les capacités financières des banques et SFD partenaires du FNDA qui s'engagent pour financer convenablement le secteur agricole. Les bénéficiaires, c'est d'abord les PME et les PMI agricoles. C'est aussi les producteurs constitués en coopérative, les transformateurs constitués en coopérative. Et puis enfin, c'est aussi le petit exploitant, mais qui doit être doté d'un identifiant fiscal unique. Pour ce qui concerne les activités éligibles, c'est toutes les activités en lien avec les filières promues aux agents de territoire de développement agricole, mais orientées vers des acquisitions d'équipements, des moyens de production, de transformation, de stockage, les acquisitions d'intrants, et puis enfin, le renforcement de fonds de roulement. Quand vous accédez au crédit, les conditions sont les suivantes. Les candidats qui s'adressent aux banques peuvent avoir jusqu'à 500 millions de francs CFA à un taux plafonné à 9% au niveau des banques pour une durée de 5 ans. Et au niveau des SFD, le producteur peut avoir jusqu'à 50 millions pour un taux plafonné à 12% l'an et une durée de 3 ans. Le parcours du producteur pour accéder à ces crédits, tout commence par l'élaboration d'un plan d'affaires. Pour les acteurs du secteur agricole, ces mesures fortes qui ont été prises pour faciliter l'accès au crédit et booster les performances dans toutes les filières viennent à point nommé. Le premier magistrat de ce pays, l'acteur principal qui maîtrise l'agriculture, qui vient de nous écouter et qui a doté FNDA de 100 milliards. Le jour où moi j'ai appris la nouvelle, j'étais épaté, j'étais content, je dis c'est fini. Les paysans sont libérés de leurs difficultés. Nous sommes libérés parce que les projets et programmes, c'est vrai, travaillent beaucoup pour nous, mais quand l'argent est pour nous-mêmes, nous allons lui donner une direction. La direction, le premier magistrat vient de le donner. Foncier, nous avons réglé par nos comptes fonciers qui a été adopté et mis en exécution. Les facteurs de production, le gouvernement fait beaucoup d'efforts et les facteurs de production sont là. Le troisième ZEF que nous attendons, c'était le financement. Et enfin, le financement. Lorsque la CEDEAO a audité tous les documents de politique agricole, le Bénin est premier sans deuxième. La balle est désormais dans le camp des exploitants agricoles. Il leur revient de concevoir des projets agricoles ambitieux en phase avec les exigences de la mécanisation de l'agriculture. Donc au niveau de nos planteurs, au niveau de nos éleveurs, au niveau de nos aquaculteurs, au niveau des prestataires de services mécanisés, à tous les niveaux, vous qui voulez produire même du fourrage, vous qui voulez faire n'importe quelle activité dans le secteur agricole et qui avez besoin de ressources, il y a une possibilité maintenant. Elle n'est pas la seule, mais elle est soutenue par l'État, elle est soutenue par le gouvernement. Il faut saisir. Ne laissez jamais dormir ces ressources-là. Rien que la production du riz, pour laquelle nous avons pris des engagements pour aller à 1 million de tonnes d'ici 2 campagnes. On fait comment? Vos seuls dabas ne suffisent plus. Nous devons avoir des tracteurs, des motoculteurs. Nous devons faire la coupe du riz à la machine et faire le battage non plus à la main et au tonneau, mais mécanisé. Relevons ce défi ensemble. Allons à des financements. Allons avec des dossiers suffisamment travaillés, bancables, qui nous représentent. Nous allons gagner, nous allons faire bouger toutes nos filières. Ici et devant vous, je voudrais qu'on ovationne le ministre de l'économie et des finances
toutes les facilités qu'ils nous ont accordées jusque-là et à faire monter un peu le niveau de financement du secteur agricole. Créé en 2014 pour financer le secteur agricole, le FNDA a été restructuré pour être le fer de lance du financement. Sa mission est de contribuer à l'amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire par la promotion de l'investissement. Le système d'encadrement des missions officielles, CEMO en abrégé, a été officiellement lancé à Cotonou. Il s'agit d'un instrument qui vise à sécuriser les finances publiques à travers une bonne gestion des ordres de mission. C'est une initiative du gouvernement. Gilles Danso. Le CEMO, système d'encadrement des missions officielles, l'une des grandes réformes d'assainissement des finances publiques. Il répond à l'As 3 du deuxième pilier du programme d'action du gouvernement. Outil de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, bref, mettre de l'ordre dans l'organisation des missions et sécuriser les ressources financières de l'État. Acteur majeur de l'exécution des dépenses publiques liées aux frais de mission, le contrôle financier relève parfois des pratiques peu orthodoxes et contraires aux tests réglementés en vigueur à la matière. Ces pratiques concernent les chevauchements des missions, la participation aux missions d'agents n'ayant aucun contrat avec l'État, disons simplement une mauvaise gestion des ressources liées aux ordres de mission. Cela s'explique sans aucun doute par une défaillance du système de contrôle des ordres de mission depuis leur élaboration jusqu'à leur validation. Le compte rendu du Conseil des ministres en date du 29 mai 2019 ayant fait la synthèse des rapports d'inspection des ministères a retracé des cas de malversation et d'anomalies dans la gestion des frais de mission au niveau des structures publiques avec d'énormes manques à gagner à l'État. Pour remédier à ces pratiques peu orthodoxes, le ministre de l'économie et des finances nous a instruit à l'effet de mettre en œuvre très rapidement une solution en concert avec la direction des systèmes d'information du MEF. Cette initiative rentre dans l'approche retenue par le gouvernement pour lutter contre la corruption. La lutte contre la corruption passe par le renforcement des systèmes. Et je pense que c'est un instrument de lutte contre la corruption. C'est un instrument de protection des usagers et des agents de l'État qui sont appelés à faire des missions. C'est une protection pour eux qu'on ait un système de cette nature. Parce que ça élimine la tentation et ça préserve de la tentation. Donc, ça constitue un instrument de protection pour les usagers. Ça apporte de la transparence. Ça apporte de la transparence et ça permet également d'identifier les agents, leur positionnement. C'est un instrument de gestion, puisqu'on sait à tel moment, telle personne était à tel endroit. Le ministère de l'économie et des finances met en œuvre cette réforme qui vient renforcer le système de contrôle. Cet outil contribue donc à la sécurisation des ressources publiques et permet de disposer d'une base de données unique, fiable et centralisée de nos missions officielles. Mesdames et messieurs, ce puissant outil a pour objectif de contribuer à une gestion efficiente des finances publiques pour une meilleure gouvernance économique et financière, à mettre à disposition des outils de gestion qui sécurisent aussi bien les agents que les ressources publiques, à contribuer à la réalisation d'un système intégré de gestion des avantages des agents de l'État et à prendre en compte le paiement électronique ou bancaire des frais de mission à l'intérieur, à l'instar de ce qui se fait pour les missions à l'extérieur. En tout état de cause, le contrôle financier et la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances sont formellement instruits à l'effet de veiller à sa mise en œuvre, en liaison évidemment avec vous, à son actualisation et à y remonter tout dysfonctionnement éventuel.
C'est clair, la transparence sera désormais de mise dans la gestion des œuvres de mission. La salle de projection de Canal Olympia a été le théâtre d'un événement hors du commun, la séance de dédicace d'un ouvrage lourd de plus de 600 pages. Il relate la vie politique béninoise entre 2005 et 2011. Le livre est commis par un journaliste et communicateur, Tibus Adagwe. Étaient présents certains acteurs politiques et médiatiques. Patrick Diossou, Patrick Nimavo. Titre: Mémoire du chaudron. Sous-titre: Conquérir le pouvoir d'État. Genre: Essai politique. Édition: Ancrage. Auteur: Tiburce Tolidji Adagbe. Voilà la fiche technique livresque. Et pour la sortie officielle de ce livre, une cérémonie quelque peu rocambolesque. En voici la fresque. Primo: le volume gigantesque de l'œuvre, plus de 600 pages à lire en moins de 600 heures. Pour le témoin le plus récent que j'ai eu, je crois que quelqu'un m'a quand même dit qu'en une nuit, il a lu 300 pages. Si le livre fait 600 pages, en une nuit, il a lu 300 pages. En 2 nuits, il aura fini. Secondo, la préface titanesque, écrite par un titan juridico-politique, Maître Robert Dossou, président honoraire de la Cour constitutionnelle. Tertio, le test hippopotamesque à la 4e de couverture. Test écrit par un hippopotame médiatique, Édouard Loco, vice-président honoraire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Quarto, l'édition éléphantesque, car Ancrage Édition est aux mains d'un éléphant littéraire, Habib Dapogan, honoraire prix du président. Et ici, c'est un jeu de chaises où Dapogan Habib, l'écrivain devenu éditeur, édite Adagbe Tibus, l'éditeur devenu écrivain. Je n'ai pas programmé être écrivain. Je me retrouve projeté dans le milieu des écrivains. C'est pour ça que j'ai dit dans le préambule du livre que je suis un privilégié. Quinto, le contenu gargantuesque, puisqu'il raconte avec goût les faits tant succulents que truculents du Bénin des années 2005 à 2011. Sexto, et cette salle mastodontesque où, en dépit des mesures barrières, l'on ne pouvait dénombrer le landerneau de mastodontes politiques du régime passé que les cache-nez cachent à peine. Septimo, et la présentation au format cyclonesque, où le podium a vu défiler et déferler un forum de personnalités, dont Jean-Michel Hervé Babalola Abimbola, qui fait la jonction michelangelesque entre le passé de la refondation et le présent du nouveau départ. La mémoire du chaudron est un récit témoignage d'une personnalité du monde de l'information, Tibus Adagbe, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer très tôt. L'équipe de la communication, à l'époque, était une équipe jeune mais hétéroclite. Et parmi tous, Tibus était toujours très réservé et très sérieux. Brillant et chateaubrianesque, auteur, au finish, mémoire du chaudron, ce serait presque grotesque de demander à un intellectuel béninois s'il ne l'a pas dans les rayons limbesques de sa bibliothèque. Double événement dimanche dernier au sanctuaire marial de Dassazoma. Il s'agit du centenaire d'évangélisation et des 25 ans de création du diocèse. Plusieurs activités ont marqué ce jubilé qui s'est achevé par une messe catholique qui a rassemblé personnalités religieuses, politico-administratives et des fidèles. Cyprien Lokosso, Cadnel Kago. Il y a 100 ans exactement que la Société des missions africaines jetait les grains de l'évangile à Dassazomé, visiblement une terre fertile, puisque des années après, Dassazomé est devenu un diocèse. Le peuple de Dieu commémore avec allégresse les 25 ans de la création de ce diocèse. Plus de 150 prêtres, 6 évêques et des fidèles venus de toutes les contrées du département des Collines et d'autres localités du Bénin se sont rassemblés pour manifester leur reconnaissance à Dieu. Le Seigneur fit pour nous des merveilles.
Il nous a comblés de bienfaits et nos cœurs débordants et dilatés de joie chantent ses louanges. Ils ont chanté et prié au cours de cette célébration, s'appuyant sur l'évangile du serviteur bon et fidèle qui a su fructifier ses talents. Monseigneur Victor Agbanou invite ses chrétiens à poursuivre la mission de l'évangile. Peuple de Dassa, témoin du double événement que nous célébrons en ce jour, le seul talent que Dieu te confie aujourd'hui, eh bien, c'est l'Église famille de Dassa Zoumé. Ne permets donc pas qu'il te soit reproché d'avoir manqué de zèle missionnaire. Le baptisé est un missionnaire par définition. Noces d'argent de l'érection canonique du diocèse de Dassa, plusieurs autorités politiques et administratives ont marqué leur présence. Au nom des ministres qui sont présents ici et qui ont su se frayer un petit chemin pour laisser la tournée qui se poursuit et venir également ici présenter la reconnaissance à Dieu pour avoir tourné son regard vers nous. Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir rendu témoins de ces heureux événements et nous continuons de le solliciter afin qu'il déverse ses bénédictions sur toutes et sur tous. 100 ans d'évangélisation, 25 ans de la création du diocèse de Dassa, le premier évêque de Dassa Zoumé est satisfait de l'organisation. J'ai senti que la fête a été très bien préparée. Très bien préparée et à divers niveaux. Depuis Banté, depuis Pira, depuis Savé, depuis encore plus loin là-bas, pour être ici. Alors là, c'est que les prêtres ont beaucoup travaillé et ça me donne une très bonne impression. Cette messe anniversaire marque la fin des 3 ans de jubilé et les 3 jours consacrés à l'enseignement et au rappel de l'histoire du peuple chrétien de Dassa Zoumé au Bénin. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio Esther Pazou pour le JT Soir. Merci et à demain.